Alors ici, on a les premiers signes vulvaires de l'histoire humaine qui datent de l'Acheléen, entre 1,3 million d'années et 300 000 ans. Alors on voit que dans les premiers, en fait, l'homme n'intervenait pas de sa main. Il a essayé de représenter la vulve féminine simplement en ramassant des galets qui lui évoquaient sa forme. Et quand on rentre alors dans le moustérien, 300 000 ans jusqu'à 30 000 ans, on s'aperçoit qu'il intervient de sa main, avec probablement des burins en silex. Il intervient sur les galets pour commencer juste en fait, à marquer un sillon. Voilà. C'est comme ça qu'il se représentait le féminin à cette époque-là. Ici, on arrive quand même à l'Aurignacien, où déjà on voit que l'intervention sur les galets est de plus en plus détaillée. Ici, on commence à avoir la forme vulvaire qui sera la définitive. On quitte un peu la préhistoire pour arriver dans l'histoire et dans l'Antiquité, où j'ai retrouvé ici quelques tablettes d'argile qui évoquent aussi ceci, que ce soit dans l'Antiquité de notre continent, soit sur les empires précolombiens dans les Amériques. Ici, ce sont des signes qui ne sont pas gravés, mais peints dans des grottes, et uniquement donc des signes vulvaires. Alors, il y a ici tout un panel, on peut dire qu'on en trouve à peu près dans le monde entier. Ils ont entre 12 000 et 25 000 ans. Et ici, ce sont ce que les préhistoriens appellent des pierres de temple, c'est-à-dire que les hommes de la préhistoire avaient, dans leur grotte, dans leur habitat, construisaient ce qu'on appelle aujourd'hui des temples à vulve, c'est-à-dire quelques pierres, et avec au centre une pierre vulvaire. D'ailleurs, si on veut voir des exemplaires de ces temples, on les trouve ici. Voilà ce que c'est qu'un temple à vulve, qui chacun ici, bon, c'est un peu exceptionnel qu'on en ait retrouvé qui soit entier, parce que la plupart du temps, on ne retrouve pas les trois pièces de pierre qui abritent la pierre vulvaire du centre. Ici, un autre temple à vulve. Oui, ici, il s'agit de mes chroniques. En fait, je tiens des chroniques, c'est comme une espèce de journal, mais c'est très technique, où je répertorie absolument tous mes travaux vulvographiques. Absolument tous. Et en fait, quand on parcourt ce livre, on y trouve tous les travaux que j'ai faits, mais pas seulement les travaux de gravure, hein, c'est aussi des textes, des recherches diverses, mais qui ont tous trait à ces travaux vulvographiques. Disons que on pourrait le présenter comme une espèce de somme sur tout ce que je trouve et sur tout ce que je transcris et sur tout ce que je fais dans ce domaine. En fait, il fait 78 mètres de long et il couvre une année, exactement le même principe, c'est-à-dire tous les travaux vulvographiques, tout ce qui a trait à ce travail-là. Là, c'est l'année qui vient après, l'année 2012, c'est exactement pareil, c'est une chronique. Alors en fait, je l'ai nommé, ici, je l'ai nommé, je lui ai donné un titre qui se rapproche le plus de ce que je cherche. Voilà, c'est à la recherche du temps sacré. Voilà, c'est-à-dire que je considère que ce signe, en fait, à l'époque où il était gravé au Paléolithique, il avait quelque chose de sacré. Et on était dans un temps sacré. Et j'essaye en fait d'aller à la recherche de ce temps sacré, moi qui suis un homme du 21e siècle. Bon, ici c'est exactement pareil, c'est simplement un autre livre qui couvre l'année 2013. Et j'en ai d'autres en cours de création qui continuent donc, puisque ce travail est en cours, ce n'est pas un travail terminé. Ce que j'essaie de faire à travers ce travail, c'est déjà de montrer que la femme avait une autre place que celle qu'elle a aujourd'hui dans les sociétés tribales anciennes.
l'image de la femme, l'image qu'on se faisait de la femme n'était pas celle qu'on se fait aujourd'hui. Aujourd'hui, la femme, c'est bon, c'est ce que c'est un objet esthétique, sexuel, elle est traitée comme une machine à plaisir et ainsi de suite. Bon, on a une certaine image de la femme, mais ces hommes-là, ils avaient une autre vision de la femme, une vision beaucoup plus haute, on va dire. Aujourd'hui, on regarde la femme, on s'arrête au niveau de la ceinture quand on la regarde. Moi, ce que j'aimerais à travers mes travaux, c'est un peu transformer ce regard, le regard des gens. Et essayer d'amener les gens à avoir le même regard ou un regard approchant de celui que les hommes avaient au Paléolithique, c'est-à-dire voir la femme en levant les yeux et avoir un regard qui aille un peu plus haut et qui soit un peu plus large que celui qu'on a aujourd'hui. J'essaie en fait d'injecter du sens dans des choses qu'on a un peu perdues de vue. Quand je prends une pierre au bord d'un ruisseau, au bord d'un chemin, quand je prends cette pierre, je la mets dans mon sac, je la ramène à l'atelier, puis je la grave. En fait, qu'est-ce que j'essaie de faire? Si je voulais le dire en 3 gros mots, je dirais que j'essaie de lui donner une âme. Et qu'est-ce que ça veut dire? Alors, pas une âme au sens chrétien du terme, évidemment, pas du tout. C'est-à-dire que je prends quelque chose de moi et je l'injecte dans cette pierre, pour que cette pierre, en fait, elle puisse le restituer, elle puisse raconter une histoire à d'autres. C'est ça, écrire sur la pierre. C'est écrire quelque chose que d'autres pourront lire, éventuellement. Je mets lire entre guillemets parce que je n'écris qu'une lettre de cet alphabet. C'est ce signe. Et c'est ça, en fait, que je cherche à faire. C'est en fait quelque chose qui rejoint tout à fait le Paléolithique, parce qu'au Paléolithique, tous les objets avaient une âme, pas une âme chrétienne, mais avaient un sens. Un ruisseau, une pierre, un arbre, le tonnerre, les éclairs, les nuages, tout ça avait une âme en ce sens où ils avaient un sens pour eux, un sens que l'homme donnait. En soi, il n'avait pas de sens, il n'avait pas le sens que la science donne aujourd'hui à ces choses. C'est simplement qu'ils étaient considérés comme des êtres. Et donc l'homme du Paléolithique n'arrêtait pas de donner une âme aux choses, aux nuages, aux ruisseaux. Et probablement il y avait un culte pour toutes ces choses qui étaient dispensatrices, une source d'eau. Vous vous rendez compte de l'eau qui sort de la terre. Pour lui c'était magique et peut-être qu'il venait faire des cérémonies au pied de la source pour remercier cette source qui était comme une mer qui distillait de l'eau, comme une mer distille du lait. Et donc c'était en ce sens que tous les objets, les végétaux, avaient une âme en ce sens. Il ne faut surtout pas prendre l'âme au sens chrétien, sinon on ne comprend rien. Et moi j'essaie de faire ça. Je prends une pierre, je lui donne une âme, c'est-à-dire que j'écris dessus un signe, et j'espère qu'elle va le restituer dans le regard des autres. C'est-à-dire qu'au lieu de voir une pierre, ils verront un peu plus qu'une pierre. Ils verront une histoire, l'histoire que j'essaie de raconter. C'est ça que j'essaie de faire aujourd'hui. Alors évidemment par rapport à l'art tel qu'on le voit aujourd'hui dans l'art contemporain, voilà, je me sens un peu en dehors. Voilà. La fonction première de l'art, c'est les hommes du Paléolithique qui nous l'enseignent en fait. L'art était un support pour donner, à travers des mythes, pour donner un sens au monde. C'était donc un art qui était finalement religieux et qui était là pour un peu nous sauver du chaos dans lequel on était plongé. Ça donnait sens au monde et à notre vie. Aujourd'hui, l'art a complètement perdu cette dimension. Aujourd'hui, un artiste, il fait de l'art pour le vendre ou pour sa gloriole, mais on est passé à autre chose, quoi. Voilà. Oui, il faut être clair. Si j'avais fait des dessins qui ne représentent pas la vulve, pas des inscriptions tout à fait anodines comme on en trouve dans tous les murs de toutes les villes, je pense qu'il ne se serait rien passé. C'est parce que c'est une vulve et qu'il y a une espèce de tabou qui entoure ce symbole qui est pourtant réduit à sa plus simple expression. Qu'est-ce que c'est? C'est une représentation symbolique, c'est 3 traits. Ça n'a rien de vulgaire et autres, mais c'est simplement ce symbole qui encore fait problème aujourd'hui. Voilà, j'en fais le constat, j'en suis le premier étonné.
Bon, alors j'ai été condamné plusieurs fois, mais la condamnation principale, c'est d'avoir utilisé un pochoir qui représentait la vulve à la grotte du Mas d'Asile, enfin pas dans la grotte mais à l'extérieur de la grotte. C'était en fait pour revendiquer un peu, c'était pas pour décorer, c'était pour montrer que à la grotte on y dépensait beaucoup d'argent sans faire travailler les artistes locaux. J'étais condamné à 60 heures de travaux d'intérêt généraux, je les ai refusés. Alors je ne les ai pas refusés comme ça pour m'amuser, c'était simplement qu'on exigeait de moi que je les fasse dans une commune, qui est la commune des Bordes, pas loin d'ici. Et dans cette commune des Bordes, une année avant, j'avais installé une pierre, une grande pierre comme ça, en granit, à la mémoire d'un poète qui s'appelait Fernand Icre, qui était natif de cette commune et qui est mort dans cette commune à l'âge de 32 ans, je crois, prématurément. Et en fait, on a cherché sa tombe, on ne la trouve nulle part. C'est comme s'il n'avait jamais existé. Alors je me suis dit, je vais moi lui faire sa pierre tombale. Et donc j'ai inscrit son nom. Mais j'ai installé ça sans demander d'autorisation. Et je l'ai posé dans un endroit du cimetière où il n'y avait rien, entre 3 cyprès. Il y avait 3 cyprès, il n'y avait rien. J'ai posé cette pierre. Et quelques temps plus tard, le maire a envoyé les employés municipaux pour détruire cette pierre. Et donc j'ai fait valoir que je ne pouvais pas faire des travaux d'intérêt généraux, travailler dans une commune qui avait détruit une pierre qui était en hommage à un poète, ce dont je viens de parler. Et c'est pour cette raison qu'on m'a mis en prison. Donc voilà, pour avoir refusé ces travaux d'intérêt généraux, parce que je n'acceptais pas qu'on profane une pierre. On aurait très bien pu laisser cette pierre, ce qui fait qu'aujourd'hui, Fernand Icre n'a plus de pierre. Il en avait une le temps que je l'ai mis, et que j'ai mis celle que j'avais fait pour lui. Et puis maintenant, il n'a pas de pierre. Je trouve que de la part d'une commune, de la part d'un élu de faire ça, il fallait que je marque le coup. Donc j'ai marqué le coup à ma manière. J'ai refusé de travailler dans cette commune et j'ai dit je ferai les travaux d'intérêt général le jour où vous aurez remis cette pierre là où vous l'avez enlevée. J'ai écrit 2 fois au maire pour qu'il le fasse et il ne m'a jamais répondu. Donc voilà, je suis allé en prison. En fait, pour faire court, ce qu'on me reproche, c'est de ne pas être comme tout le monde. Et surtout dans mes travaux. C'est-à-dire que les artistes d'aujourd'hui, 99% des artistes aujourd'hui, contemporains ou pas, d'un bout à l'autre du monde, ils ont au moins cette particularité, c'est de travailler avec les institutionnels, plus ou moins. C'est-à-dire de travailler avec la communauté, d'être subventionné ou pas. Alors que moi, je n'ai jamais demandé une subvention de ma vie. Je fais mon travail sans rien demander à personne. Je n'ai jamais demandé une autorisation pour faire ceci, pour faire cela. Et c'est en fait ça qu'on me reproche. On me reproche d'échapper au milieu, de travailler sans m'occuper des institutions. Et ça, je crois que dans notre monde aujourd'hui, c'est impardonnable, parce que c'est l'hérétique. L'hérétique, c'est celui qui fait ce qu'il a à faire sans s'occuper de ce qu'on doit faire, qui est prôné par l'institution. C'est ça. Moi, je suis un hérétique moderne. Et un hérétique moderne, comme dans les temps anciens, il a des problèmes. Voilà, c'est ça qu'on me reproche, en fait. Et donc, j'ai choisi surtout des travaux, en fait, sur le signe de la vulve, qui, en plus, pose problème d'un point de vue, on va dire, d'un point de vue moral ou éthique, je ne sais pas trop. Et donc, ajouté à ça, voilà, ça fait que je suis un hérétique et on aimerait bien que je reste dans mon coin sans rien faire et sans venir déranger les gens. C'est ça qui m'a été dit par beaucoup de gens, et même par les gens de ma corporation. Enfin, j'appartiens à aucune corporation, mais les artistes, beaucoup d'autres artistes m'ont dit « Toi, Claudius, tu déranges les gens. Et même tu nous déranges à nous. » C'est un artiste qui m'a dit ça. Ben voilà, je crois qu'aujourd'hui, il ne faut pas déranger.
Et pour ne pas déranger, il faut aller à l'intérieur de l'institution, il faut serrer la main des élus, il faut accepter les subventions qu'on vous donne, il faut suivre les réseaux qui sont déjà tout prêts pour que vous naviguez là-dedans comme une navette. Et voilà, et moi je ne fais rien de tout ça. Je suis un électron libre qui échappe à tout ça. Et c'est ça qu'on me reproche. Voilà. Ah oui, c'est pas des condamnations de ce genre qui vont arrêter mes travaux. Mes travaux, ils continuent imperturbablement. Je veux dire, ils s'arrêteront avec moi, mes travaux. Il n'y a pas de problème.